duty, where is sacrifice. Now they see you as you are. Salut à toutes et à tous, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des 2 premiers épisodes de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones sorti il y a quelques temps. Et oui, je sais, je suis en retard, je n'ai pas pu commencer la série dès sa sortie. Il y a eu plein de trucs qui ont fait que. Mais j'allais quand même pas louper ça. Donc, comme à mon habitude, je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. On commence donc avec le premier épisode. Premier épisode que j'attendais avec impatience depuis qu'il a été annoncé. On peut penser ce qu'on veut de la fin de Game of Thrones, ça reste une des séries phares de ces 10 dernières années. Avec un univers assez sympa, et House of the Dragon va nous permettre d'en découvrir un peu plus sur l'histoire des Targaryens. Le carton de l'intro appuie d'ailleurs bien là-dessus, histoire d'être sûr que tu as vraiment compris que le récit prend lieu 172 ans avant l'existence de Daenerys. Le ton est vite donné, ça va parler politique, guerre familiale, on risque pas d'être dépaysé. D'ailleurs, le premier dragon qui apparaît n'attend pas la fin de la saison 1 pour se montrer, et on peut déjà voir que les fixes, quoique très bons, ne sont pas aussi bons que ceux de la série mère. Ce n'est pas un mal ni un reproche, seulement une observation. Les fixes font largement leur boulot, mais j'avoue avoir tiqué un peu lorsque Syrax, la dragonne de Rhaenyra, se pose au sol. La musique d'entrée se paye même le luxe de reprendre des parties du générique de Game of Thrones, et franchement, c'est pas pour me déplaire. Ah ouais, j'avoue, j'ai kiffé comme un gamin, ça m'a presque donné des frissons de réentendre ces notes. J'espère cependant que pour son générique, la série s'éloignera un peu plus de son original. Ce serait plus intéressant, mais c'est déjà plus ou moins la vibe que je ressens dans la globalité. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ce serait cool que la série arrive à exister par sa qualité plutôt que simplement comme un spin-off. Et je trouve que ce premier épisode a été plutôt bon à ce niveau. C'est le même univers et il y a beaucoup de similitudes, notamment le côté politique, mais la série arrive déjà à avoir sa propre identité. J'aime aussi beaucoup l'allure du trône de fer avec les épées dans le sol, ça a vachement plus de gueule que ses versions précédentes, et c'est plus fidèle à sa description dans le bouquin il me semble. La structure narrative de l'épisode était très intéressante avec pas mal de parallèles. D'abord, l'intro nous présente Rhaenys, la fille du roi et son héritière directe, être recalée lors de la succession au profit de son cousin Viserys, parce qu'elle est une femme. Et le personnage de Rhaenyra subit la même chose avec son frère à naître. Rhaenyra qui est un personnage intrigant, elle ne semble pas vouloir le pouvoir, préférant batailler et chevaucher son dragon. Mais en même temps, on sent qu'elle n'est pas totalement contre l'idée de prouver à tous qu'elle peut être une bonne reine. En tout cas, c'est comme ça que j'ai lu son personnage. On a également la scène de l'accouchement qui est montée en parallèle des affrontements pendant les Jeux du Roi. Aemma, la mère de Rhaenyra, lui dira d'ailleurs que l'accouchement est leur propre champ de bataille. La série nous présente donc 2 batailles, aussi sanglantes l'une que l'autre. Je ne pense pas être le seul à dire que l'accouchement est une des scènes qui m'a le plus marqué sur les dernières séries ou films que j'ai pu voir. Savoir que la reine a déjà perdu 5 enfants et veut arrêter après cette grossesse car elle n'en peut plus, et l'avoir supplié à cause de la douleur, c'était vraiment violent. J'avoue que pendant l'épisode, j'en ai voulu au roi de ne pas avoir averti sa femme de l'opération. Je comprends qu'il n'avait pas d'autre choix que de la perdre et sauver le bébé, ou les perdre tous les deux. Mais il aurait pu au moins en parler avec elle avant de prendre la décision. Ou au moins l'assommer, je sais pas, parce que là, elle était bien consciente de tout la pauvre. Surtout qu'au final, le bébé est mort quand même. C'est d'ailleurs lors de la scène des funérailles que j'ai compris que Daemon, le frère du roi, n'était pas un pourri qui convoite le trône de son frère. Il est cruel, mais il semble réellement tenir à sa famille, comme lorsqu'il dit à Rhaenyra que son père aura besoin d'elle dans cette situation. Dans le bordel, il porte un toast insultant en l'honneur de son neveu décédé, mais je ne pense pas que cette moquerie soit vraiment le fond de sa pensée. Tout comme je ne pense pas qu'il prévoyait de prendre le trône à son frère, en tout cas, pas avant que ce dernier ne le dégage. Je pense que le personnage se perçoit comme le protecteur de sa famille, et usera de tous les moyens possibles pour accomplir ce but. Mais on va pas se mentir, c'est vraiment un enfoiré. Ça m'a terminé qu'il choisisse le fils de Hightower pour l'affronter, en sachant pertinemment qu'il allait le saucer. C'est un fou! Même son dragon a l'air maléfique, regardez-moi ça! Par contre, je parle de famille et tout, mais je suis pas le seul à avoir senti une ambiance chelou entre l'oncle et la nièce quand il lui a offert le collier. Ou alors j'ai encore trop Game of Thrones en tête, c'est possible aussi. Pour l'instant, ces 2 personnages sont en tout cas ceux qui m'ont le plus marqué. Millie Alcock et Matt Smith
sont excellents dans le rôle de Rhaenyra et Daemon. Et je sais toujours pas si je prononce correctement le prénom de Rhaenyra. Je crois que je le charcute un peu. On verra. Concernant le roi, je me demande si la maladie qu'il développe ne serait pas la grise écaille, la maladie qu'avait contractée Jorah Mormont. En même temps, dans un trône entouré d'épées, c'est évident que tu risques de te couper à un moment ou à un autre. Et il n'y avait pas de désinfectant ou d'antiseptique, donc tu prends tarif au moindre truc. Je finirai en disant que pour l'instant, le personnage de Hightower me dégoûte à envoyer sa fille dans la chambre du roi juste après la tragédie qu'il a vécue. Je comprends qu'il veut placer sa fille. Et en vrai, quelle meilleure place qu'épouse du roi? Mais l'air au moins désolé d'envoyer ta fille au casse-pipe. Le bouc a à peine levé les yeux vers elle pour lui annoncer ça. Where is duty? Where is sacrifice? Now they see you as you are. Yeah, on a enfin le générique et franchement, il est plutôt sympa. Un poil trop ressemblant à celui de la série originale, surtout que c'est la même musique. J'avais espéré quelque chose d'un peu plus différent afin de bien marquer la distinction entre les deux séries. J'ai beaucoup aimé le visuel avec la rivière de sang, qui me rappelle d'ailleurs une phrase que Daemon dit à son frère dans l'épisode précédent. The blood of the dragon run thick. Le sang de dragon est épais, dans une traduction un peu foireuse. Mais qui pourrait aussi faire référence au titre du bouquin, Fire and Blood. On apprend donc que 6 mois ont passé depuis la fin du dernier épisode, et pourtant, si Rhaenyra a le statut officiel d'héritière, il continue à lui faire servir le vin pendant les réunions, et ne prennent même pas ses paroles au sérieux. J'ai trouvé ça hyper frustrant, et comme elle le dit elle-même, le roi ne l'a pas choisi elle, il a rejeté Daemon, et c'est très important la façon dont c'est formulé. Et pourtant, malgré le fait qu'elle soit mise un peu à l'écart, elle parvient à imposer certaines de ses idées et agit sans demander de compte à personne. Franchement, j'ai adoré. Ça peut montrer aux gens qu'elle a le potentiel nécessaire et mérite son titre d'héritière ou faire complètement l'effet inverse. Le roi a clairement été impressionné par sa fille, mais Otto n'a pas eu l'air d'apprécier de se faire voler la vedette. Mais bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il aurait échoué à ramener l'œuf, qu'il y ait bain de sang ou qu'il ait fui. Le boug aurait juste échoué. Purement et simplement. D'ailleurs, en parlant d'Otto, ce dernier a superbement bien joué en plaçant sa fille. Je trouve ça extrêmement dérangeant, surtout que si Rhaenyra a 15 ans, Alicent doit être dans la même tranche d'âge. Mais je reconnais qu'ils ont bien joué tous les deux. Cela fait 6 mois qu'elle travaille le roi en se montrant compatissante, gentille, et comme son père, elle est douée avec les mots. Elle dit au roi que sa prochaine reine sera gentille, puis lui fait un cadeau, la pièce qu'il avait cassée précédemment. Quels sont les mots du roi? Merci Alicent, c'est très gentil. C'est simple, mais à force de petites attentions et de paroles comme ça pendant 6 mois, surtout sur quelqu'un qui vient de perdre des êtres chers, et elle est sûrement la seule avec qui il passe des moments paisibles où il n'est pas obligé d'endosser son manteau de roi. Pareil pour Otto, il dit au roi que lorsque sa femme est morte, il n'a pas pu se remarier à cause du chagrin, mais que le roi a des devoirs et qu'il ne l'envie pas. Sous-entendu, vous êtes obligé de marier quelqu'un par devoir et non par amour. Qui se montre attentionné et gentil avec lui depuis sa perte? Qui lui fait des cadeaux et lui apporte de la paix? Stratégiquement, choisir Alicent est la pire chose qu'il pouvait faire, mais émotionnellement, le boug a littéralement aucune attache avec la fille de Corlys Valérion, sans compter qu'elle a 12 ans. Mais on va revenir sur ce point un peu plus tard. Ça crevait les yeux qu'il n'allait pas la choisir. Par contre, se marier avec la meilleure amie de ta fille, sans lui en avoir touché un mot, c'est un peu chaud, un peu limite. Viserys me semble être une bonne personne, mais mon dieu ce qu'il est mauvais avec sa fille, et encore plus en tant que roi. Il prend que des décisions gentilles, ouais, mais éclatées. Et c'est ce que lui reproche Corlys et ce que lui dit Daemon. Il est faible. C'est pour ça que Hightower et sa fille ont pu le manipuler comme ça. Et franchement, je pense qu'il va pas tarder à passer l'arme à gauche. Déjà parce que les gens trop gentils ne font généralement pas long feu dans cet univers, mais aussi parce que sa coupure à la main s'est infectée, et que la médecine, c'est pas trop la folie à cette époque. Mais s'il continue à se couper sur le trône, il va pas tenir longtemps le roi. Bah ouais, c'est ça l'inconvénient de siéger sur un trône d'épée de fer. Ça a de la gueule, hein, mais c'est dangereux. Bon, je reviens vite fait sur la fille de Corlys Valarion. Alors je sais, autre époque, autre mœurs. C'était courant avant, mais ça me dérange fortement d'entendre de telles paroles dans la bouche d'une enfant. Et j'ai l'impression que le roi aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il demande l'avis de tout le monde, presque comme s'il espérait que quelqu'un lui dise de ne pas le faire. Entre la césarienne de l'épisode 1 et ça, j'avoue que ça m'a mis un peu mal à l'aise. Surtout que j'avais zappé qui était leur fille. On la voit vite fait avec son frère pendant le tournoi. Mais je pensais pas que ce serait elle.
Je me suis dit peut-être une sœur, une cousine, j'en sais rien. Mais du coup, elle est encore plus jeune que ce que je pensais. Et c'est chaud là quand même. Pour l'instant, personne n'a évincé Damon de sa première place dans la liste des personnages qui m'intrigue le plus. J'ai été surpris de le voir rembarrer Corlys en lui disant qu'il peut se permettre de dire certaines choses sur son frère. Pas lui. Je trouve ça intéressant de voir que malgré tout, il garde de l'affection pour sa famille. Il garde ce côté assez protecteur. Au final, ces actes de déclaration de guerre ne sont que des moyens de provoquer son frère, d'avoir son intention. C'est d'ailleurs fou de voir jusqu'où il est prêt à aller pour ça. Je suis très intrigué par ses interactions avec sa nièce depuis le premier épisode. On sent une grande affection, mais aussi beaucoup de tension entre eux. Et je n'arrive pas à me retirer de la tête la scène du colis dans l'épisode 1. À voir comment ça va évoluer, mais n'oublions pas que les Targaryens étaient connus pour un style de relation familiale qui, disons, n'aurait pas dépaysé Jaime et Cersei. En tout cas, c'était un épisode intéressant, je suis assez curieux d'en savoir plus sur le crab feeder ou le nourrisseur de crabes. Je sais pas comment il est appelé dans la traduction française. Est-ce que c'est lui qu'on voit avec un masque ou c'est une créature moins naturelle? Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 premiers épisodes. Mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!